Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, Open the Box du troisième paquet du cycle, le cercle brisé. Et ce paquet s'intitule Pour le bien commun. For the common good. Encore une fois, je crois que l'anglais est plus classe. Enfin, soit. Et c'est une review un tout petit peu spéciale parce que... Parce que ce ne sont que des cartes que vous connaissez, en fait. Ouais, on les connaît toutes sauf une, sauf la nôtre. Oui, c'est vrai. Et sinon, on les connaît déjà toutes. Ce ne sont que des versions pexées, des cartes biclassées, en fait. Voilà, alors, je vais commencer par tout de suite Il va râler sur son râler, hein, Oui. voilà, un Shep qui rage pas, c'est pas Shep, donc je vais tout de suite rager, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Pourquoi? Tu me réveilles? Pourquoi diable? Why the hell? Pourquoi diable nous ont-ils pondu des cartes dorées biclassées si c'est pour que leur version pexée retourne dans leur classe respective? Mais dites-moi, pourquoi? Parce que justement, c'est intéressant, tu as deux versions différentes. Et Oui, mais quand tu mets une dorée dans ton deck, tu vas pas pouvoir choisir les deux, tu vas pas en choisir qu'une. Bah si, tu en choisis qu'une. Mais oui, mais l'intérêt des dorés, c'était d'ouvrir un arbre des possibles qui se referme dès que tu pexes. Bah ça ne se referme pas. Mais si c'est des trucs à 3 XP, personne ne peut se splasher ça. La possibilité, elle est toujours là, de la biclasser. Tu ne pourras pas avoir sa version optimale. Mais tu pourras pas avoir la version de la classe qui n'est pas la classe compatible, quoi. Oui, en effet. Mais oui, je trouve ça nul. Mais enfin bon, soit. Moi, ça ne me choque pas, ça me va très bien, en fait. Et c'est même très intéressant, je trouve. Puis pour le classement, après. Enfin bon. Bien, bon, bah voilà, j'ai ragé, donc maintenant je vais mieux, tout va bien. Et on va reviewer les cartes. Je vais te laisser souffler un peu, hein. Donc on va commencer par le Thompson 45, la version gardien. Donc c'est un soutien qui prend deux mains, qui a les traits objet, arme, arme à feu et illicite. Ça coûte 6 et 3 XP. Ça a 2 icônes de force, 5 munitions. Les munitions dépensées depuis le Thompson 45 sont placées dans votre réserve en tant que ressource. Action, dépenser une munition, combattre. Vous allez gagner plus 2 d'attaque et infliger plus 1 dégât pour cette attaque. Chef? Je suis en mode Tai Chi Chuan, attends, pardon. Ouais, Donc, mais du coup, t'as pas écouté. non, bah, mais Attends, tu sais, je sais tout. Donc, tu as reviewé les 45 Thompson gardiens, c'est ça? Ouais. Donc, il relie. Bon, bah, donc, oui. C'est certainement une des cartes les plus intéressantes de ce pack. Hein. Ouais, très clairement. Très clairement. Elle est super Parce que forte. finalement, les 6 que tu payes, t'en récupères quand même 5 au fur et à mesure que tu tires. Les deux icônes... Gagne des ressources en tuant des ennemis, quoi. C'est génial. C'est génial. En fait, ça coûte que 1 au final. Ça. Bon, tu dois quand même allonger les 6, mais... Ouais, ok. Mais tu peux aussi remettre des munitions. Et oui, et là, ça devient un générateur de ressources. Tu vois, t'as le truc munitions supplémentaires qui te remet des munitions. Tu as l'aventurier. Et c'est une arme super fiable, en plus. Tu as la cache de niveau 3 qui te remet des provisions sur l'aventurier, qui lui-même te transforme ça en munitions. Enfin, il y a plein de manières de ramener des munitions. Oui, puis même de base, 5 munitions, plus 2 de force, plus 1 dégât, c'est très solide, hein, comme arme. Mais le fait que tu puisses récupérer les ressources que tu as investies, ça en fait pour moi une des meilleures armes du jeu. C'est vraiment une des meilleures armes du jeu. Alors je sais, il y a toujours quelqu'un qui va me dire ouais, mais fusil à éclair c'est meilleur. Je n'ai jamais vu fusil à éclair sur une table. Mais c'est meilleur. C'est normal, tu joues pas. Ouais. Enfin, mais bon, voilà, c'est super fort. C'est super fort. Et en fait, anecdotique, les 2 icônes de force, c'est super fort aussi, mais tu vas jamais jouer ça pour les icônes de force. Pour le deuxième exemplaire, ouais. Pour le deuxième exemplaire, ça peut se faire. Alors, ce 45 Thompson, il a une version qui est aussi en truand. Hein. Donc, la version truand, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit donc, les caractéristiques générales restent les mêmes, si ce n'est que ça coûte 5 ressources et non plus 6. Il y a une icône de force et une icône d'agilité. Donc ça, c'est une différence aussi. Les traits sont arme, objet, arme à feu illicite.
Et vous avez donc 5 munitions également. Action, dépenser une munition pour combattre. Vous gagnez plus 2 en force et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Donc c'est le même fait de combat. En cas de réussite avec une différence d'au moins X, tiens, méga test, vous avez le droit de dépenser une munition pour infliger les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu, X étant la valeur de combat de cet ennemi. Wow, c'est du gain d'action. On est en truand. C'est méga test plus gain d'action. Donc, si je gagne avec une différence d'au moins la valeur de combat de cet ennemi, je dépense une munition. Donc, imagine, tu as un ennemi... Je vois pas l'intérêt, en fait. Tu as un ennemi qui a une valeur de combat de 4. Ok. Oui. Tu as un second ennemi qui a une valeur de combat de 2. Ouais, en fait, tu attaques celui de 2 pour mettre des dégâts sur celui de 4. Non. Si. Non. Pour moi, c'est additionnel. Hein. Tu fais les deux. Hein. Tu dépenses... Donc, tu fais ton attaque normale. Donc, celui de 4, il se prend les dégâts. Non, 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 non. Vous avez le droit de dépenser une munition pour infliger les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. Bah oui, mais si tu ne fais pas ça en plus, quel est l'intérêt? Bah oui, c'est pour ça que je trouve cette carte c'est sans intérêt. Bah oui, donc c'est pas ça. Ton interprétation n'est pas bonne pour moi. Attends. Voyons la VO. La VO, je suis en train de la lire. Pour moi, si l'intérêt c'est t'as un ennemi à 2, t'as un ennemi à 4, tu vas attaquer celui à 2 pour pouvoir mettre des dégâts sur celui à 4, mais le test devient plus difficile. Et tu dépenses une munition additionnelle? Non, à mon avis, c'est toi qui as raison, c'est tu doubles l'attaque. Ah oui. Bah oui, tu dépenses 2 munitions. La moindre des choses, c'est que tu fasses 2 fois les dégâts, me semble-t-il. Mais, ouais. D'un autre côté, pour que ce soit intéressant, il te faut deux ennemis engagés avec toi, quoi. Oui, d'accord. Bah, déjà, est-on d'accord sur le fait que mon interprétation est la bonne? Bah, ça me paraît la plus logique, sinon c'est vraiment pourri. Oui, je vois pas l'intérêt de faire une carte qui fonctionnerait autrement. Oui, c'est ça. Alors, mais je trouve le texte pas clair. Bah, en fait, c'est juste parce que tu me l'as dit autrement que j'ai... Enfin... Moi, j'aurais mis, vous pouvez infliger autant de dégâts à un autre ennemi. Dépenser une munition pour infliger les dégâts de cette attaque à un autre. Parce que pour moi, les dégâts de cette attaque, c'est cette attaque, au lieu de les infliger à l'ennemi, je l'inflige à un autre. Mais il n'y a pas écrit au lieu de. Mais c'est implicite. Bah non. Bah si, sinon toutes les cartes qui te parlent des dégâts de cette attaque, il y en a d'autres, hein, comme ça. Genre oups. Prenons oups. Infliger les dégâts de cette attaque à un ennemi dans votre lieu. Donc, ça veut dire que je me prends quand même les dégâts en tant qu'investigateur. Si t'as la même interprétation que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est une bonne question. Donc pour moi, il y a une zone obscure dans le texte de cette carte. Moi, il faudra qu'on aille voir ça. Mais ton interprétation me paraît la plus cohérente, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon c'est intérêt zéro. Ou alors j'ai pas compris. Mais je trouve que le texte n'est pas bien formulé. Et ça, c'est même pas un problème de traduction. Même le texte original. Ou alors c'est mon manque de subtilité dans l'utilisation de la langue de Shakespeare. Mais to deal this attack damage to another enemy at your location. Je vois pas l'intérêt sinon. Parce que tu dois quand même réussir ton test de base. Tu vois, tu dois réussir d'au moins X, quoi. Oui, c'est ça. Donc... Ou alors tu t'en prends un nabo en disant au moins le nabo je vais le tuer et du coup... Si vous réussissez d'au moins X, parce que c'est d'au moins X, ben, c'est la valeur d'attaque d'un ennemi, donc c'est quand même beaucoup, hein. 2, 3, il faut quand même le faire, quoi. Ouais. Non, moi Non, ça n'a pas... c'est surtout ton interprétation qui est la bonne, mais je trouve que le texte n'est pas super clair à ce niveau-là. Mais c'est du bon sens après, hein. Est-ce que ça devrait marcher pour les ennemis distants, je pense. Oui. Un ennemi dans votre lieu. Donc t'as pas besoin d'engager les ennemis distants avec ce truc.
Bon, il te faut 2. Ouais, c'est quand même faible comme avantage. Hein. Il te faut 2 ennemis en plus. Hein. C'est faible comme avantage. Ouais, mais c'est pas clair l'interprétation du truc. Je pense qu'on republiera un petit truc. Vous avez un cas de réussite avec une différence d'au moins X. Vous avez le droit de dépenser une munition pour infliger des dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. X étant la valeur de combat de cet ennemi. Donc tu dois réussir un test de combat d'au moins X. X étant la valeur de combat de l'ennemi. Non, ça n'a aucun intérêt de l'interpréter au pied de la lettre comme je le fais. Ça a zéro intérêt à part de taper les distants. Enfin, ça a zéro intérêt. Ouais. Ou alors tu veux t'assurer d'au moins taper quelque chose, donc tu tapes le petit ennemi, entre guillemets, qui n'a une valeur de... Oui, mais tu dois quand même réussir ton test d'une valeur de X, et X étant la valeur de l'ennemi que tu veux mettre les dégâts à distance, c'est pas celui que tu es en train d'attaquer. Ouais, je sais bien. Donc ça n'a aucun sens. Je sais bien. Ouais, pour rassurer d'au moins faire des dégâts à quelqu'un, mais bon. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Oui, non, à mon avis, c'est ton interprétation qui est bonne. Mais je pense qu'on devra revenir là-dessus. Oui, mais c'est juste moi qui chipote sur le texte. Hein. C'est sans doute moi qui suis à côté de la plaque, comme d'hab. Bon, alors. Ah, je suis content, tiens. Vas-y, le parchemin des secrets. Je trouvais déjà la carte de base exceptionnelle. Et je suis content de voir que maintenant, tout devient clair. Bon, je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Donc c'est une carte chercheur qui coûte 1, qui 3 XP, 2 icônes d'intelligence, je suppose qu'il n'y en avait qu'une sur celle de base. Ça dit incliner le parchemin des secrets et dépenser un secret. Regardez les 3 cartes du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes, vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant dans n'importe quel ordre. Ouais. Je t'avoue que même moi qui adore la sonde, ça tu filtres quoi. Mais... j'ai du mal. C'est le même pouvoir qu'un divination, sauf que là tu peux aller chercher en dessous du deck au lieu d'au-dessus. Tu regardes les 3 cartes du dessous de n'importe quel deck. Donc ça, c'est la même chose que divination. Sauf que divination, c'est au-dessus. Non, c'est pas la même chose que divination. Divination, ça a un intérêt très limité, mais ça a un petit intérêt malgré tout. Parce que tu sais ce qui va arriver. Là, oui, mais ici aussi. Non, tu peux les remettre. Oui, mais tu peux les remettre au-dessus. C'est plus fort que divination dans ce sens-là. Tu vois, tu prends celles qui sont en dessous. Et puis tu peux en défausser une, s'il y en a une qui te plaît pas, ce que te permet pas divination. Ouais, dessous du deck. Et puis, youpi. Et puis tu peux remettre les 2 autres, si elles sont pas trop méchantes, au-dessus. Et tu sais ce qui va t'arriver, tu vois. Comme ça, ouais. Et ça peut même être une sonde de 3. Tu vas faire remonter 3. En fait, ça combatte avec divination. Tu fais divination, boum, tu vois les 3 premières cartes, puis tu joues ça, boum, tu remontes les 3 dernières cartes, et tu connais les 6 prochaines cartes du deck de rencontre, pour 2 actions. On a perdu Shep. Et ceci dit, si tu joues des E-Walker qui aiment bien les livres, ceci est gratuit. C'est vrai, c'est ça. Un peu... Ouais. Dans un des E-Walker, ça peut s'envisager. Par contre, t'investigues avec quoi? Parce que bon, t'aimes bien d'avoir tes mains pour tes loups, tout ça. Ouais, ça prend un slot de main, c'est casse-pied. T'investigues Milan Christopher. Ouais. Bon, c'est pas la carte du siècle, hein, c'est pas la carte du siècle. Mais bon, voilà. Bon, c'est de la sonde. Moi, je ne suis pas transcendé, bien évidemment. Mais c'est peut-être la plus intéressante des 3, en fait. Dans un Daisy, ma foi, ça peut s'envisager. Alors, l'autre version, c'est une version mystique. Donc, cette version mystique, elle occupe un slot de main aussi. Elle coûte aussi 3 XP. Aussi, une icône de volonté, une icône d'intelligence. Elle a 4 secrets, alors qu'il y en avait que 3 pour l'autre. Incliner parchemin des secrets et dépenser un secret. Regardez la carte du dessus ou du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck de rencontre. Ensuite, soit vous défaussez la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire, soit vous la placez sous le deck correspondant, soit vous la placez sur le deck correspondant. En gros, c'est la même chose, mais en moins fort. Ouais, et t'as une charge de plus.
T'as une charge de plus, mais c'est qu'une seule carte. Ouais, ceci est... Ça se joue pas. Non. Ça ne se joue pas. Non. Ça aurait été une action rapide, à la limite. Ouais. Mais une action pleine, en mystique... Ouais, je suis d'accord avec ça. Non, ça c'est... Ouais, à la limite, la version chercheur se joue, quoi. Parce qu'il y a quand même 3 cartes. Bon, tu peux en tirer quelque chose. En fait, je comprends pas. En mystique, divination est meilleure que ça. Oui. Divination est meilleure que ça. Enfin, je comprends pas. J'avoue, je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe, je pense. Tu peux comboter les deux. Tu joues divination, puis tu utilises tes 4 secrets pour aller chercher la carte que tu voulais, tu vois. C'est que tu voulais. Ouais, Non. Voilà, Bon, allez. Allez, whisky du Tennessee, pour oublier tout ça. Donc on repasse en truand. C'est toujours un soutien, toujours un objet licite qui coûte 3. Qui a 3 XP. Une icône de volonté, une icône de combat, c'est rapide. La version de base aussi était rapide. Ça a 2 provisions. Et ça dit, pour une action rapide, inclinez le whisky du Tennessee et dépensez une provision. Vous gagnez plus 3 de volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Et ensuite, action, défausser whisky du Tennessee, combattre, vous gagnez plus 3 d'attaque. Et affliger plusieurs dégâts. Ça n'avait pas rapide. Donc ça gagne rapide. Ça gagne rapide, c'est bien ça. Il y avait déjà 2 provisions, je suppose. Oui, c'était 2 provisions. Ouais. Et c'était bien des plus 3 de volonté déjà. Il y avait plus 2 de volonté, plus 3 de force. Ouais, donc ici on gagne le rapide, on gagne plus 1 de volonté. Ouais. En fait, cette carte, c'est pas, ça va pas être au centre d'un build, je pense pas en tout cas. Mais ça peut faire le café sur un test critique de volonté du... Et l'action discard là, c'est plus 3 de force et un dégât, ce qu'il n'y avait pas dans la version dorée. Ah, il n'y a pas de dégâts? Non, il n'y a pas de plus 1 dégât. Ah oui, donc cette carte, elle est bien supérieure. Ah, elle est bien meilleure. Autant le whisky du Tennessee de base, j'étais très circonspect, autant celle-ci, je la trouve intéressante. Ça se joue, hein. En fait, c'est vraiment une carte de secours pour te booster ta volonté quand tu as un investigateur qui n'a pas forcément ça, qui ne veut pas forcément avoir de solution pour le faire. Et Dieu sait si les traîtrises qui demandent de la volonté souvent font mal. Et donc ça peut te sauver. Vraiment. Ouais. Oui, c'est pas mal. Puis c'est un objet, donc ça peut se recycler. C'est pas la même classe. C'est pas la même classe, mais bon... Voilà. Donc, et le fait qu'on passe à plus 3 de volonté, c'est pas mal du tout. Hein. Plus 3 de volonté, vous imaginez, c'est mieux qu'un courage inattendu. Ouais. C'est vraiment très bien. Et la version survivant alors, elle dit quoi? La version survivant, c'est sensiblement la même chose, elle coûte 2, il y a une icône de volonté et une icône d'agilité. Elle a 3 provisions ici. Et donc, rapide, incliner le whisky Tennessee et dépenser une provision, vous gagnez plus 2 de volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Donc ça, c'est la capacité d'origine, la dorée avait déjà ça. Défausser le whisky du Tennessee, combattre, vous gagnez plus 3 pour cette attaque. Si cette attaque est réussie contre un ennemi non élite, échappez-lui automatiquement. Donc finalement, ce qu'on gagne ici, c'est on réduit le coût de 1, on augmente une provision, et tu échappes à un ennemi. Si tu réussis ton attaque. C'est nettement meilleur que la version de base, mais c'est moins bon que la version truand. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec attaquer pour échapper. Enfin, fluffiquement, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Je dois l'attaquer et puis j'échappe. C'est une solution où tu as une stat boostée de plus 3. Ouais, mais chez les survivants, la force, c'est quand même pas leur qualité première. Hein. Aucun survivant n'a la force qualité première. Wendy, on sait ce qu'elle donne, avec son 1 d'attaque. Ashkan, il est à 2 d'attaque, bien sûr qu'il y a Duke, d'accord, mais il y a 2 d'attaque de base sur Ashkan. Calvin, on sait ce que ça vaut. Calvin, une fois qu'il a 5 dégâts sur lui. Mais il a 5 d'agilité aussi, alors. Hein. Parce que l'attaque et l'agilité vont ensemble chez Calvin. Ouais, mais donc c'est encore mieux. Donc... Non, c'est pas mal. C'est pas mal ce fait de pouvoir
évader un ennemi, enfin, pour moi c'est une solution d'évasion, c'est bien, c'est bien. Ouais. Maintenant, c'est cher, hein, 3 XP pour ça. Voilà. Mais ça, c'est aussi cher la version truand, hein, 3 XP. Oui, mais même pour la version truand, ça reste un frein pour moi. 3 XP pour ça, il y a tellement mieux à faire avec l'XP, surtout en truand, quoi. En truand, t'as tellement à faire en dépensant 10 XP d'un coup, mais enfin bon. Ouais. Alors. Ah oui, pardon, c'est à moi. Eh bien, nous passons à la lame enchantée. C'est la carte qui me hypait le plus dans le paquet biclassé de base. Alors, on passe à la version gardien, qui coûte 3, qui a 3 XP, qui a toujours 3 charges. Hein, ça n'a pas changé. Il y a une icône de force, une icône d'intelligence. Ça dit, vous gagnez plus de pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir. Cette phrase, remplir la lame de pouvoir. Et infliger plus un dégât pour cette attaque. Si la lame est emplie de pouvoir, et qu'un ennemi a été vaincu par cette attaque, pioche une carte, soigner une aurore. Alors, excusez du peu de changement par rapport à la carte de base. Ça change tout, hein. Ici, on ne dépense la charge que si ça réussit. Donc, 3 charges veut dire 6 dégâts. Ouais. C'est tout. Enfin, c'est l'arme à charge la plus efficace, je pense. Je ne me souviens pas d'une autre qui fait la même chose. Ensuite, en plus de ça, si on tue un ennemi, on pioche une carte, on soigne une aurore. En gardien, soigner les aurores gratuitement, c'est super. Parce que c'est pas forcément leur caractéristique forte. Piocher une carte, on se plaint pas. Ah, c'est clair. Franchement, le gain est énorme. Voilà. Et là, du coup, le slot de main et le slot d'arcane, ben, c'est pas volé. Bah, on s'en fout du slot d'arcane. Hein. En gardien, tu t'en fous. Ouais. Et il y a même des mystiques qui pourraient le jouer. Pas la version gardien. Avec 3 XP, compliqué. Donc voyons un petit peu ce que nous donne la version mystique. T'as vu la transition que je te viens de te Ça c'est du professionnalisme. Donc la transition mystique. Donc en mystique, on a une lame enchantée qui coûte 3 XP, une icône de volonté, une icône de force. Il y a 4 charges. Donc c'est une charge de plus. Action combattre, vous gagnez plus 2 en attaque pour cette attaque. En tant que coût supplémentaire pour utiliser cette capacité, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 2 charges pour remplir la lame de pouvoir. Pour remplir la lame de pouvoir. Et pour chaque charge ainsi dépensée, vous gagnez plus 1 en attaque et infligez plus 1 dégâts pour cette attaque. Et toujours ce double slot main arcane qui peut être vraiment pénible pour les mystiques. Mais je trouve que ça offre aux mystiques une solution de combat autre que la volonté. Tu sais, moi j'avais regardé. Intéressant. Moi j'avais regardé en mystique, il y a quand même quelques-uns qui seraient contents d'avoir ça. Hein. Je pense que. Bah, tu sais, rien que mon Agnès Baker. Tu passes à 5 d'attaque. Ça 5 d'attaque pour 2 dégâts. Mais si tu mets ça sur un Jim Culver. Ouais, passe à 6 d'attaque le gars. Jim Culver, tu mets ça sur Diana Stanley, 6 d'attaque. Bam. Il y a moyen. Et je me rappelle plus Akashi. Je pense que pour Akashi c'est pas mal. C'est 2 en attaque. Non, elle est à 2. Ouais, ça fait pas ça à 5. Bah, bref, ça donne une vraie solution de combat aux mystiques. Certes, ils vont pas baser toute leur partie là-dessus, mais ça peut vraiment aider parce qu'on sait bien que les sorts, c'est limité en charge. Les flétrissements, c'est très bien, mais les flétrissements, ça s'épuise vite. On le sait tous. Et avoir ça sur le côté. Et même s'il y a un sort générique qui n'utilise pas de charge qui est sorti, eh bien, ce sort n'inflige qu'un dégât à la fois. Et ça, c'est pas problématique. Hein. Soyons clairs, je l'ai déjà fait, je le redis. Ah. Si ça n'inflige qu'un seul dégât à la fois, c'est nul. Ça, c'est dit. Donc, voilà. Donc, c'est une bonne carte. C'est un peu moins bon. Mais pour les mystiques, c'est toujours le problème de ce slot d'arcane occupé pour une arme. Oui, maintenant, t'as un slot d'arcane supplémentaire possible maintenant.
Oui, t'as même deux, hein, si tu vas chercher le livre des ombres. Ouais, ça coûte plus cher, c'est plus chiant à mettre en jeu, etc. Mais bon, voilà, ça se joue, hein, ça se joue. Oui, ça se joue, clairement. Bah, dans mon Agnès Baker, moi je l'ai Moi mis. j'ai un Akashi qui joue ça, hein. Ça rentre avec 5 charges dans un Akashi, hein. C'est juste, ouais. Donc c'est pas mal du tout. Et puis, tu n'es pas obligé d'utiliser les charges. Tu peux aussi avoir simplement un plus 2 d'attaque pour mettre le dernier dégât qui manque, tu vois. Ce dernier petit dégât, les ennemis impairs, là, oui, en point de vie. Ou contrairement, et ça on n'en a pas discuté, tu peux aussi décider de mettre 3 dégâts d'un coup. De sciemment mettre 3 dégâts d'un coup en dépensant 2 charges, parce que, bah voilà, en termes d'action, t'as pas le temps, et il faut que ça passe, quoi. Donc, Et plus 4 d'attaque pour 3 dégâts, on n'est pas loin du fusil à éclair, hein. Ouais, maintenant, attaque 2 charges, hein. Comme ça. Oui, tu ne peux le faire que 2 fois. Mais... ça. Donc, ouais. C'est pas mal. Alors, le totem macabre, ça nous dit quoi, le totem macabre? Totem macabre, chercheur. Ah, je suis déçu, j'aurais pu voulu faire l'autre. Tu veux que je fasse le chercheur? Ah, vas-y, fais l'autre. Allez. Totem macabre, chercheur. Donc, le totem macabre, c'est toujours un accessoire qui coûte 3 XP, qui a une icône de volonté, une icône d'agilité. Il y a une réaction. Après que vous avez attribué une carte à un test de compétence incliné le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une des icônes de compétence de votre choix. Jusque-là, c'est pareil. C'est la même chose, hein. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Eh bien, moi je dis, ça ne vaut pas la peine de dépenser 3 XP pour ça. En plus. Oui, pour comme effet supplémentaire, alors qu'en chercheur, tu as des tas d'autres cartes moins chères qui te permettent de piocher. Maintenant, tu me disais également que l'effet du totem de base ne valait pas la peine. Puis tu as joué la carte, et ça a changé ta vie. Bah, si, c'est clair que c'est super intéressant. Ouais, et même pour les copains, en fait. Du coup, je suis en train de me dire peut-être que dans un deck où tu joues éducation supérieure, ça peut se mettre. Parce que tu veux avoir beaucoup de cartes en main, donc bon, je sais pas. Ouais. Faut mettre 3 XP. Je crois qu'il y a plus intéressant que ça avec 3 XP avant de pouvoir mettre ça, quoi. L'avantage est tellement peu décisif que 3 XP... Tu sais, des tests, Non, mais je veux dire la pioche supplémentaire, pardon. Ouais, non, c'est tellement peu décisif. Justement. Des tests, t'en fais beaucoup. Et mieux vaut que tu réussisses la majorité de tes tests à Arkham. Sur les tests que tu réussis, en fonction de ton deck building, et ça c'est vraiment dépendant de ton deck building, tu peux avoir quasiment une carte à chaque test. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et du coup... pas à chaque test, parce qu'il faut l'incliner. Non, mais... C'est une fois partout. Ok. Peut-être pas à chaque test, en effet, mais... Oh, quoique, tu pourras en avoir 2. Tu peux en avoir 2. Si tu as chasseur de reliques. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu actives ça ne serait-ce qu'une fois par tour, parce que tu as le deck où tu dépenses plutôt des compétences, chaque fois que ta compétence dépensée, tu repioches une carte, quoi. Donc tu n'as pas de perte nette de cartes de par cet effet-là. Et si tu as réfléchi ton build comme ça, alors cette carte-là, c'est ce qu'il te faut. Parce que ça te permet de rester à un flux constant. Mais disons que de cartes. C'est vrai, et je disais que tu as plein d'autres solutions qui permettent de piocher, mais ça occupe des slots. Ici, tu as la pioche qui est intégrée à un effet qui de toute façon est intéressant. C'est ça. Et c'est un effet bonus, et ça t'économise des slots pour mettre autre chose. Donc c'est vrai que tout dans tout, cette carte peut tout à fait... Encore une fois, c'est ma phrase, hein, mais... Vas-y. Ça dépend du deck. Voilà. Ça dépend du build. Et l'autre version alors? La version survivante? Eh bien, c'est celle qui intègre essayer et réessayer au totem macabre. En plus, ça ne coûte que 2. Ce qui est déjà bien mieux, parce que c'est débile, hein, mais la différence psychologique, je trouve, entre la carte qui coûte 2 et la carte 2 et qui 3 coûte 3, Arkham, ça fait une grosse différence. C'est pas la même chose. Surtout en survivant, parce que 2, c'est la limite avec Madame Labranche et ressources de fin de tour. Du coup, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence incliné du totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétences de votre choix. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Si le test échoue, renvoyez dans votre main la carte attribuée. En fait, ça renvoie dans le classeur essayer et réessayer, ça, non?
Bah, ça dépend quelle version, parce que tu as 3 versions même si. Et en fait, il y a un détail amusant, c'est qu'au niveau des traits, c'est différent. Ah, ceci est sur le chercheur, il est maudit, et sur le survivant, il est béni. Ah, c'est marrant ça. Père Mathéo, si tu me regardes. Ouch, ça rentre. Je crois, il peut mettre des bénis de niveau 3. Ah ouais, je pense bien. Je pense bien, hein, non. Je pense bien. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Hop là. Père Mathéo. Hop, hop, hop. Alors, et oui. On peut les mettre, une béni niveau 0 à 3. Oui, mais ah oui, c'est mystique. Oui, donc. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui met des trucs maudits? Maudit, ça me dit rien, mais. Je sais qu'il y a occulte quelque part. Ouais, il y a occulte, mais maudit, ça ne me dit rien. Rex, il a pas un truc. Rex, c'est chance qui ne peut pas intégrer. C'est chance qui ne peut pas intégrer. De toute façon, c'était chercheur, l'autre ouais. truc, donc ça n'aurait eu aucun intérêt. Ah bon. Enfin voilà, c'est le petit détail qui fait que Père Mathéo peut splasher eh bien, Crazy Totem. Au vu de la review des 2 cartes, ben finalement, je pense que la chercheuse a mieux. Ben oui, c'est comme si tu piochais, enfin tu pioches pas vraiment, mais tu récupères une carte dans ta main, donc c'est comme si tu piochais. Bah oui, tu la pioches. Compétence, tu la récupères. Tu pioches. Ouais, tu pioches, ouais. En fait, d'un côté, tu pioches si tu réussis. Enfin, tu restes à un niveau de carte constant si tu réussis. Dans l'autre, tu restes à un niveau de carte constant si tu rates. Et tu parlais du seuil psychologique. Donc tu as parlé du seuil psychologique de passer de 3 à 2. Et moi, je vais parler du seuil psychologique de récupérer une carte dans ta main quand tu as raté le test et récupérer une carte dans ta main quand tu as réussi le test. Ouais, quand tu as réussi le test, limite, tu t'en fous. Tu trouves ça normal de dépenser ta carte. C'est ça. Mais quand tu as raté le test, tu récupères la carte que tu viens d'attribuer. Ça fait plaisir. Oui, mais c'est une petite compensation. C'est ça. C'est pas. C'est la nique à l'échec automatique. C'est pas exceptionnel, mais on est content. On est content. Donc c'est. Ouais, c'est pas mal en fait. Hein. Ouais. C'est pas mal, mais je suis en train de me demander est-ce que c'est pas forcément la 3 XP que tu vas dépenser en Voilà, premier, toujours quoi. la même chose. Hein. En fait, c'est un peu la même question sur beaucoup de ces. Bah, le Thompson. Le Thompson, ça les vaut. Ça les vaut, je pense. Hein, sur. En tout cas, la version gardien. L'épée enchantée aussi, je pense. Ça les vaut aussi. Le reste, je suis moins convaincu. Ah, dernière carte. La dernière carte, la seule carte dont totalement inédite du truc et qui n'est pas traduite sur le site, donc il va falloir le faire à la volée. Vas-y. Non. Donc, c'est le coffre du conseil. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est une carte neutre, c'est un soutien, c'est un objet, c'est une relique. C'est Ursula qui prend les reliques? Ursula Downs? Ursula Downs, ouais. Elle a une icône libre. Alors, 2 XP, je sais pas si tu l'as dit. Ah non, j'ai pas dit 2 XP. Et ça coûte rien. C'est gratuit, mais 2 XP. Donc, utilisation, il y a un verrou par investigateur. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, s'il n'y a plus de verrou sur le coffre du conseil, chaque investigateur recherche dans son deck ou dans sa pile de défausse pour pour une carte, n'importe quelle carte, et la joue immédiatement sans aucun coût. Exiler le coffre du conseil, c'est pas le bon mot ça. C'est exilé en français? Bannissez, hein? Je sais plus. Il faudrait regarder les cartes survivantes qui font ça. En gros, ça veut dire que l'XP que vous avez dépensé est perdu. C'est ça que ça veut dire. Et c'est maximum une fois par campagne. Donc on n'a pas... Une fois par campagne. C'est fort! Ouais, c'est fort, mais bon... S'il n'y a plus... Ah oui, maintenant il faut trouver comment on enlève les verrous. Eh bien, ça prend 2 actions et un test de compétence à 5, n'importe lequel. Si vous réussissez à enlever un verrou, n'importe quel investigateur de votre lieu peut activer cette habilité, cette capacité. Nous avons là un tuteur absolu qui met en jeu la carte que tu veux gratuitement.
Et pour tous les investigateurs à la fois. Ouais. Ah oui, c'est chaque investigateur. Donc en multi, c'est tout à fait, oui. non? Oui, maintenant c'est plus compliqué parce que... Mais la contrainte, c'est il faut la poser et dépenser 2 actions. Donc ça fait 3 actions. 2 XP, un test à réussir. Un test par investigateur, chef. Ça, tu enlèves un verrou quand tu réussis l'action. Ah oui, c'est un verrou par investigateur. Ouais. Donc si t'as 3, il faut réussir le test 3 fois avant de... Ah ouais, non, c'est pas si sexy que ça. À la limite, en solo, c'est plus drôle, quoi. Quand même, malgré tout. Tu fais ton test de compétence dans la compétence que tu veux. Il y a ça aussi. Maintenant, la carte que tu vas chercher, tu la poses gratuitement. Ah donc ouais. toutes ces actions dépensées, tu peux les récupérer largement. Tu peux largement. Oui, tu peux mettre. C'est quoi la carte la plus chère du jeu? Un fusil à éclair, tu peux mettre. Un Thompson 45. Un Thompson. Tu mets Thompson 45 gardien for free et hop, ça te génère 6 ressources derrière. C'est pas mal ça. Ouais, et puis après tu la recharges. Enfin, c'est déjà ton ressource. Par contre, il y a plusieurs problèmes avec cette carte, c'est qu'il faut l'avoir en main. Ouais. Il faut la top decker. Voilà, il faut la tutorer. C'est unique. On peut quand même la mettre en 2 fois. On peut la jouer qu'une seule fois par campagne. Et ça limite quand même vachement. De toute façon, ta carte, elle est exilée après. C'est vraiment le coffre du conseil, tu vois. C'est à n'utiliser qu'en cas d'urgence, quand c'est la merde. Par exemple, là, notre campagne qu'on fait avec... Enfin, qu'on a arrêté de publier, mais avec Agnès Becker... On aurait pu aller chercher le soin. Voilà, moi j'avais besoin de soins, c'était dans le fond de mon deck. J'ai beau utiliser tous les effets de mélange que j'ai pu... c'est pas sorti. C'est donc une fois par campagne. Ouais, mais voilà, je trouve que c'est le genre de joker que moi, en tant que joueur, je n'utiliserai jamais parce que j'essaierai toujours d'épuiser toutes les autres possibilités avant et jamais je ne me déciderai à craquer ça. Un test de compétence à 5, chef. C'est faisable. Oui, c'est faisable, mais je veux dire que c'est pas par peur de le rater, c'est parce que tu te dis toujours. Je me dis, il y aura une situation encore pire que celle que je suis en train de vivre qui va me perdre, tu vois. C'est le genre de carte que, à la limite, je mets ça dans mon deck avant le dernier scénario. C'est une campagne. C'est marrant que tu dises ça, alors que Eowyn, tu la craques tour 1. Mais bon, soit, ça c'est rien à voir. Ouais, non, rien à voir, effectivement. Mais bon, soit. Ici, c'est vraiment le genre de truc, à la limite, je l'achète. Si j'ai 2 XP en fin de campagne, généralement le dernier scénario il est assez hardcore. Si j'ai 2 XP en fin de campagne, je me la paye pour le dernier scénario. Pour pouvoir... Ouais, bon. Pas trop. Bref, je me dis. Tu sais, ça me fait un peu penser à la clé 10. C'est super fort. C'est un truc que je ne sais pas comment je le ferai rentrer dans mon deck. Ou même si je le ferai rentrer. T'as déjà fait rentrer la clé 10 d'ailleurs? Non, parce que à chaque fois que j'ai fait un deck et que je me suis dit je mettrais bien la clé 10, finalement j'avais plus de slot pour la clé 10. Et donc la clé 10 elle rentre pas dans mon deck en fait. Enfin voilà, c'était la dernière carte du coffret. Moi écoute, je vais retenir le Thompson 45, peut-être la lame enchantée. Les 2 versions de la lame enchantée sont très bien. Le Total Macabre sont jouables. Voilà, et le Whisky Tennessee Truand est jouable. Voilà, toutes ces cartes, je trouve qu'elles ont le même défaut, c'est 3 XP qui, sauf pour les Thompson, enfin le Thompson gardien. Et les lames enchantées. Oui, les lames enchantées où ça se paye sans problème, mais les autres, ce 3 XP, peut-être le frein principal à les utiliser. Les effets sont pas mauvais en soi, au contraire. Moi, ça dépend. Ouais, mais il y a peut-être 2-3 cartes qu'on veut pas avoir. Mais bon, c'est des options en plus, hein. Ça se joue. Je suis très très enthousiasmé évidemment par la lame enchantée, vous l'aurez compris. Ouais. Mais ça c'est mon âme de joueur de Donjons et Dragons qui ressurgit et voilà. Voilà, allez, comme à chaque fois, n'oubliez pas, indiquez vos propres commentaires, parce que c'est toujours très intéressant ce que vous partagez. Mais ça, vous les gardez. T'as dit vos propres commentaires. Ah ouais, oh pardon, excusez-nous, il est minuit à
à l'heure où on tourne cette vidéo. Voici les minuit. Salut. Salut.